ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le Conseil constitutionnel a donc censuré partiellement la loi immigration, ce texte adopté dans la douleur à l'Assemblée en décembre, à la suite d'un marchandage avec la droite et qui avait provoqué le remaniement gouvernemental. 35 articles sur 86 ont été censurés, dont 32 considérés comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme contraires à la Constitution, mais comme des intrus, qui n'ont rien à faire dans cette loi. Le ministre de l'Intérieur qui a porté cette loi clame sa victoire. Le Conseil constitutionnel valide l'intégralité du texte du gouvernement. Il est vrai que la plupart des mesures qui ont été censurées sont celles qui avaient été ajoutées par la droite parlementaire au Sénat ou lors de la commission mixte paritaire. Pour autant, peut-on dire que le gouvernement a gagné? Et surtout, s'il a gagné, à quel prix? Bon, on peut déjà souffler en se disant que les mesures les plus indignes ont été censurées. Les restrictions au regroupement familial, le délai d'accès aux prestations sociales, ça pouvait être jusqu'à 5 ans pour toucher les allocations familiales pour un étranger en situation régulière, la fin de l'automaticité du droit du sol, la caution étudiante. Censurées parce que hors sujet, jugées sans lien avec la finalité de la loi. En revanche, l'article 38, par exemple, qui prévoyait la prise d'empreintes sans consentement, a été censuré pour un motif de fond, pour un motif de violation des droits fondamentaux. La Macronie se félicite de cette décision en soutenant, comme cette députée, qu'on en revient au texte initial. La totalité des 27 articles qui composaient le projet de loi initial du gouvernement, tel qu'il avait été porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au nom du gouvernement, a été validé, a été jugé conforme à la Constitution. Donc... 3 remarques à propos de ce satisfecit. Première remarque, le texte n'est pas tout à fait le même, il est quand même un peu droitisé. Par exemple, les conditions de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension ont été considérablement durcies depuis la mouture initiale. La gauche reste donc opposée au texte, que ce soit la version initiale droitière, la version turbo-droitière sortie du Sénat, ou cette version finale, qui est tout de même plus droitière que la version droitière initiale. Deuxième remarque, le Conseil constitutionnel a surtout désigné des cavaliers législatifs. Rien n'empêche donc que ces mesures soient reproposées dans un prochain texte. Nous avons obligation de regarder si oui ou non il y a un lien entre l'amendement et le texte initial, et quand il n'y a pas de lien, eh bien nous sommes obligés de dire c'est inconstitutionnel. Ça ne veut pas dire, je termine par là, que la disposition, sur le fond, nous la censurions. Voilà, justement. Elle peut revenir sur le fond. Et à ce moment-là, nous dirons ce que nous en pensons. Ce que la gauche attendait, c'est que le Conseil constitutionnel affirme avec force que, par exemple, la préférence nationale pour les prestations sociales ou la fin de l'automaticité du droit du sol étaient contraires à la Constitution, et qu'il pose des jalons juridiques pour éviter le retour de ces mesures dans le futur. Troisième remarque, on assiste à une dangereuse instrumentalisation du Conseil constitutionnel par le président de la République. La particularité de notre affaire, là, c'est que le président, la première ministre et le ministre de l'Intérieur ont demandé aux députés macronistes de voter un texte qu'ils savaient partiellement inconstitutionnel, utilisant l'argument d'une future probable censure pour convaincre leur aile gauche rétive à voter le texte de la droite. Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Mais la politique, ce n'est pas être juriste avant les juristes. La politique est d'élaborer des normes et de constater si elles sont ou pas, d'après nous, conformes. Là, il a bien évidemment tort, hein. Enfin comme toujours avec Darmanin. Mais c'est bien aussi le rôle des parlementaires de vérifier que leurs amendements ou la loi qu'ils sont en train de voter sont bien conformes à la Constitution. Est-ce que parce que il y avait des articles qui n'étaient pas conformes à notre Constitution, il fallait dire on ne fait pas d'accord. Et donc il n'y a pas de texte. Ma réponse est non. Parce que ça aurait été l'impuissance. La logique de la Constitution, c'est qu'elle s'impose à tous, aux citoyens, mais aussi aux responsables politiques. C'est le principe d'un État de droit. Et que, donc, à l'interrogation que pose et que soulève le président de la République, on ne peut pas faire d'accord parce que la loi est contraire à la Constitution, bah oui, effectivement, on ne peut pas avoir une loi qui est contraire à la Constitution. Et si ça doit remettre en cause un accord politique, ça me semble impératif de devoir respecter la Constitution. Oui, parce... Le contrôle constitutionnel a donc été utilisé par Macron pour faire passer sa loi et obtenir une victoire politique. On pourrait le résumer de la manière suivante. Un premier texte ne passe pas. L'Assemblée nationale a voté une motion de rejet.
On le gonfle alors de toutes les concessions radicales demandées par les LR pour qu'ils votent le texte. Puis on confie au Conseil constitutionnel le soin de dégager tous ces ajouts. Et le texte voulu par Macron finit par passer. Macron a bien roulé les LR, mais en faisant une victime collatérale, la Constitution et le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel interdit aux législateurs d'avoir une politique efficace, de prendre des mesures efficaces et globales. Les Républicains se sont dit, soit nos mesures radicales passent et on gagne, soit elles sont censurées et alors on critiquera la Constitution et on fera notre numéro sur le gouvernement des juges. Et donc on gagnera aussi. Le président savait que les LR étaient dans cette situation où ils n'ont rien à perdre. Il aurait pu dire « bon, on abandonne le projet de loi ». Mais non, il a délibérément choisi d'exposer le Conseil constitutionnel par pur calcul cynique. Le président du Conseil constitutionnel a évidemment repéré cette tentative d'instrumentalisation politique et ne s'est pas privé de tancer diplomatiquement Emmanuel Macron. Elle n'est pas banale. Au début de l'année, lors des vœux présentés au président de la République, j'ai dit que le Conseil constitutionnel n'était ni une chambre d'écho de l'opinion publique, je vais y revenir, ni chambre d'appel des choix du Parlement. Des choix du Parlement. Le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'appel du Parlement, ça signifie qu'il n'est pas là pour rejuger un match qui s'est déjà déroulé au Parlement. En fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est une fois de plus utiliser les institutions de la Ve République pour contourner le Parlement où il n'est pas majoritaire. On commence à bien connaître les outils juridiques par lesquels le président dit au Parlement « ferme ta gueule », comme le 49.3. Ici, le Conseil constitutionnel est instrumentalisé pour dire au Parlement « cause toujours ». Je te fais n'importe quelle concession pendant la négociation, de toute façon le Conseil fera la voiture balai. Et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. La droite extrême et l'extrême droite s'en donnent à cœur joie en entonnant le refrain du gouvernement des juges, de la souveraineté du peuple entravée par le Conseil constitutionnel. Oubliant sans cesse que les institutions de l'état de droit, ça sert aussi à ce que la minorité temporaire ne soit pas écrasée par une majorité. Mais en fait, s'ils ont raison de se plaindre que Macron les a bien roulés, leurs griefs contre le Conseil constitutionnel ne sont pas vraiment fondés. Il n'a pas pris de position forte sur le fond, il s'est contenté de censurer les points les plus radicaux pour des raisons purement procédurales, parce qu'ils avaient été écrits avec les pieds. Si vous avez un texte initial de 27 articles et qu'on greffe là-dessus un autre texte qui aboutit à 86 articles, évidemment, spontanément, il va y avoir un problème. Je vois tout de même un intérêt à la forme de cette décision. En disant que les amendements de la droite xénophobe n'ont pas de lien avec la finalité du texte, c'est-à-dire sont des cavaliers législatifs, le Conseil constitutionnel dit que la droite extrême, là, n'a toujours pas apporté la preuve qu'il existait un lien entre la générosité du système de protection sociale et le niveau d'immigration. Néanmoins, dans une tribune pour Libération, le professeur de droit public Dominique Rousseau explique qu'il eût été préférable que le Conseil constitutionnel dise que ces mesures outrancières étaient incompatibles, sur le fond, avec le contenu de la Constitution, avec nos valeurs fondamentales. Parce que, du coup, le travail idéologique extrême-droitier trace sa route. Des lignes rouges ont été franchies, et le Conseil constitutionnel n'a pas dit « stop », il a dit « on verra la prochaine fois ». Là, il y a eu un déshonneur des gouvernants qui se sont engagés sciemment à faire voter des dispositions qui étaient inconstitutionnelles. Alors le Conseil constitutionnel les a censurées, ok, mais il n'empêche que la faute initiale est celle de ceux qui ont fait en sorte que ce texte poursuive tout son chemin législatif et soit à la fin voté et par la droite et par l'extrême droite. Dans cette affaire, tout le monde se défausse. Le président transfère sa responsabilité au Conseil constitutionnel, les droites extrêmes bâclent leurs amendements mais hurlent sur la Constitution, et le Conseil constitutionnel dit « ouais bon, une trentaine d'articles xénophobes, je sais pas si c'est inconstitutionnel, on n'a qu'à dire que c'est juste hors sujet ». Ça arrange temporairement la gauche, parce que la loi immigration est tout de même un peu allégée, mais le problème de la dérive idéologique des gouvernants reste entier. À la semaine prochaine.